Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review, et aujourd'hui on s'attaque sur un show PPV PLE de la WWE, oui cette fois-ci, qui s'est déroulé à Berlin en Allemagne. Donc le show auquel on parle c'est Bash in Berlin, ou Berlin pour ceux qui préfèrent de dire ça. Donc c'est exactement de ce show-là auquel on va parler aujourd'hui. Et ce que j'ai vu comme la carte me laisse dire ça sent le prévisible de tout ça, mais du fait que le show est, euh, est bon, je n'ai rien d'autre à dire de négatif. Même si parfois le booking peut être prévisible sur tous les bords. Voilà, au moins j'annonce la couleur en disant ça, même si ça n'avance à pas grand-chose, malheureusement pas grand-chose, mais bon, ce n'est rien. Vraiment, ce n'est rien. Bien sûr, on a poursuivi avec le pré-show quel countdown kick-off, auquel les personnes ont parlé, parlé, parlé. Et en revanche, au niveau de la carte, je vais pas vous mentir, il n'y a que 5 matchs sur la carte. Et encore une fois, ben, une carte assez courte, hein, comme on a l'habitude maintenant. Même si on attend certains à être mieux utilisés que cela. Mais bon. Donc le show s'ouvre, mais directement avec un match pour le titre incontesté universel de la WWE. Entre The American Nightmare Cody Rhodes et The Prize Fighter Kevin Owens. Alors, je sais qu'il n'y a pas toute une histoire derrière cette rivalité, à part que Cody Rhodes voulait se trouver un adversaire pour Bash in Berlin. Donc, il s'est dit, après tout, ça fait presque un an qu'il n'a plus le chance au titre mondial. Eh ben, je choisis d'affronter Kevin Owens. Et d'un autre côté, Kevin Owens n'était pas forcément d'accord qu'il obtient un match comme ça, comme cadeau. Lui, il aurait préféré mériter un match différemment s'il aurait remporté autrement. Même si j'ai pas les mots pour décrire, mais en gros, au fond de lui, il ne se sent pas, on va dire, euh, légitime. Et pourtant, ben, Cody, il a beaucoup insisté pour qu'il le fasse ce match. Et du coup, il s'est quand même laissé tenter, malgré les petits refus, il accepte tout de même. Jusqu'à ce que... Il y a des moments, c'est vrai que Kevin Owens, il y a des moments, on a cru qu'il allait peut-être trahir Cody Rhodes. Vu comment il y avait des segments avec The 8 Down Under, donc Austin Theory et Grayson Waller, qui mettent en lumière ces fameuses démons du passé, comme quoi il a l'habitude de trahir ses meilleurs amis. Car on avait vu avec Sami Zayn au tout début de sa carrière à la WWE du côté de chez NXT, et auquel ben, on sait que de l'eau a coulé sous les ponts depuis, et que maintenant les deux compères sont en très bons termes. Euh, Ce que j'avais été étonné, c'est qu'ils avaient mis Chris Jericho, alors qu'ils savent que Jericho est à la AEW, auquel lui aussi s'était fait trahir. Après, ils ont mis des personnes comme John Cena, alors que John Cena n'est même pas ami avec KO de base, à part en affrontement. Euh, Kofi Kingston, alors qu'il n'était pas réellement ami avec Kofi Kingston, même si selon lui il ne méritait pas ce genre de trahison, et qu'il s'excuse et qu'il regrette depuis. Alors, est-ce qu'il va faire ça avec Cody Rhodes? Telle est la question. Même si il nous dévoile un info auquel on n'ignorait pas du tout, ou peut-être on était au courant, c'est que suite aux tournées auxquelles la WWE a effectué depuis ces quelques temps de jours, on sait qu'ils font des shows à droite à gauche, notamment des pré-shows, vu comment ils ont fait un pré-show à Rotterdam aux Pays-Bas, donc chez les Hollandais.
et aussi en Belgique, à Bruxelles, donc chez moi. Mais sauf que Bruxelles, ce n'est pas ma ville, malheureusement. Mais ils ont fait un show à Bruxelles. Et d'ailleurs, de vous à moi, c'est vrai que quelque part, je meurs d'envie d'aller voir un show de catch à Bruxelles pour la WWE. Mais malheureusement, je sais pas être en déplacement pour voir un show pareil. En plus, ça tombe bien, personne me connaîtrait. Je pourrais filmer comme ça le show de manière tranquillou, en faisant des coupures à chaque moment. Mais dommage, je suis pas le mec le plus chanceux pour avoir ce privilège-là. À part un ami, mais cet ami en question n'est pas toujours au rendez-vous. Malheureusement, n'est pas toujours au rendez-vous pour tout ce que je voudrais faire. Donc dommage. Mais qui sait, pourquoi pas un PLE, un PPV en Belgique, vu comment c'est Cody Rhodes qui nous informe ça. Bon après, même peut-être du côté du Pays-Bas, ils en sont capables. Et en France, on sait que ça va être peut-être possible, mais pourquoi pas en Belgique, ça c'est sûr, on pourrait accepter, clairement accepter de s'accepter. Donc moi je dirais oui pour marquer l'histoire. Mais rien n'est sûr, hein. Pour l'instant rien n'est sûr. Et ensuite, eh ben, ils ont effectué des tournées en Allemagne, notamment le show SmackDown en Allemagne après plus de 27 ans d'absence de télévision, je pense, auquel la WWE n'a plus fait de show télé en Allemagne depuis, depuis l'ère de la nouvelle génération avec Bret Hart, Owen Hart, British Bulldog, Davey Boy Smith, Jim Neidhart et j'en passe des personnes. Et ben depuis ces personnes-là, ben on n'a plus ce genre de trucs qu'on attendait tous, enfin qu'ils attendaient, et que maintenant ils sont de retour et ouais c'est pas mal. Donc après tout ça bien sûr, les deux compères, enfin les deux entre guillemets amis s'affrontent devant un public chaud de l'Allemagne, qu'ils ont commencé à chanter dans tous les sens du terme. Il y a eu que des chants à chaque match, à part quelques matchs auxquels c'était le moment de se calmer. Ils étaient pas obligés d'être trop dans le vibe, comme on pourrait dire. Mais quand c'était ben, au tout début, bien sûr, il y a eu des chants pour Cody Rhodes, donc Cody Rhodes. Ouais, les fameuses chansons de Boney M, donc le groupe qui a été fondé en Allemagne, justement. Je pourrais pas tout citer l'histoire sur Boney M, vu comment ce n'est pas le sujet auquel je m'attaque. Et pour les historiens, je préfère quand c'est les autres qui préfèrent en parler, que moi je préfère parler plutôt catch. Même si ça m'intéresserait de parler au côté musical, ça m'intéresserait. Mais bon. Dans le match, ben, c'était pas mauvais, forcément c'était pas mauvais. Même si on est sûr et certain que Cody Rhodes conserverait son titre. C'est fort évident. Je le voyais à des kilomètres, vu comment on peut dire que Owens peut être avant tout quelqu'un de fini, qui n'a plus peut-être la cote auprès du public, même s'il a adoré et idolâtré, mais qui n'a plus cette sensation de devenir champion du monde. En gros, ben, Kevin Owens pourrait faire être un parfait loser, glorifié, mais au moins avec ce mérite de gagner à chaque moment. Mais après, est-ce qu'il pourrait redevenir champion du monde dans un futur proche? Rien n'est sûr pour son avenir, hein, très très franchement. Mais sinon, le match était parfait, vraiment parfait, c'était vraiment bien. J'ai bien aimé tout le reste du début et tout la construction du match, même si on sait que la rivalité peut être anecdotique, mais être excellent. Ah, excellent, pardonnez-moi. Très excellent. Même si on se demande si Cody Rhodes est réellement blessé au niveau du genou, parce que vu comment il dit qu'entre les tournées auxquelles il effectue, il est fort possible que la blessure au genou pourrait surgir. Donc il n'y a pas eu d'apparition, à part des Cody Cutters qui est survenu, des tentatives de Crossroads, de Pop Pop Power Bomb, de Chaos Stunner,
j'en passe, etc., etc. Et la question, bien sûr, est-ce que Owens est capable de retourner dans ses vieux démons du passé, trahir ses amis les plus proches? Donc à chaque fois, il était proche de la tentation de trahir quelqu'un ou de poignarder dans le dos quelqu'un, notamment en utilisant des powerbombs dans le côté dur du ring, utiliser les pires sales coups possibles. Donc il a tenté les coups au niveau du genou, auquel bien sûr il va piétiner peu à peu le genou, mais il ne va pas aller trop loin dans la violence de ses manœuvres. Vu comment on reste dans le côté traditionnel du catch, très traditionnel. Bon après, ça n'empêche pas Cody Rhodes de remporter le match. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment, comme dirait Monsieur Antoine Daniel. Donc, même si KO, Kevin Owens a tenté 2 fois le KO Stunner, mais c'était pas suffisant, vu comment Cody Rhodes est un dur à cuire, un super-héros par excellence, un surhomme, il s'en relève et il enchaîne ses fameuses Crossroads pour la victoire. Donc, victoire de Cody Rhodes qui conserve son titre après un match très éprouvant face à Kevin Owens, mais excellent tout de même. Et à la fin, bien sûr, les deux catcheurs qui sont amis se serrent la main, se font un accolade et ils célèbrent avec le public. Donc cette fois-ci, Kevin n'a pas cédé à la tentation de trahir. Et voilà comment se conclut ce match jusqu'à ce que ça poursuit. Le deuxième match, c'est un match par équipe pour les titres féminins du monde par équipe de la WWE entre The Thunderstorm et The EST. Donc Bianca Belair et Jade Cargill contre The Only Onions, Alba Fires et Isla Dawn. Alors, par où commencer dans le match? Même si j'ai pas besoin de donner trop d'importance envers ce match féminin, vu comment c'est le match auquel on pourrait dire qu'on s'attendait pas du tout, clairement pas du tout. Bon après, si les gens n'étaient pas forcément trop dedans, c'est qu'il y a une raison, hein. Peut-être parce que la division par équipe féminin n'est pas top. Et les titres féminins n'a pas, on va dire, aussi prestigieux qu'on pourrait le dire, clairement. Et dans le match, certes, j'aurais dû dire au début de cette vidéo, comme quoi les gens dans le public qui étaient chauds entre Cody Rhodes et Kevin Owens, était exactement le cas. Et au moment d'un tombé, ils avaient commencé à compter dans leur langue, qui est exactement la langue maternelle allemande, en disant Ein, Streit, Reit, donc 1, 2, 3. Donc forcément, en Allemagne, on compte en allemand. Malheureusement, je ne sais pas, on va dire, comment parler allemand, malheureusement. Donc désolé, je sais à peine utiliser la langue de Shakespeare presque correctement, donc la langue anglaise, alors que la langue allemande, c'est pas forcément trop mon fort. Mais je reconnais que l'Allemagne, c'est quand même un pays auquel, certes, c'est un pays du foot, et auquel, au moins, ils ont un côté respect au niveau du catch traditionnel, que ce soit le catch sur le côté pur, que le côté haute voltige et toute la tiraille. Donc ça prouve à quel point ils veulent montrer à quel point que le catch allemand peut être un catch très sérieux, comme le catch anglais, comme le catch japonais, un peu le catch canadien et américain. Entre autres, si je ne m'abuse. Mais bon. Et pareil, dans ce match féminin par équipe, je n'étais pas forcément dedans. Et j'imaginais que ce seraient les challengers qui remporteraient les titres. Spoiler, c'est exactement le cas. C'est exactement le cas parce que certes, Highland et Alba Fire, ils ont peut-être été championnes chez eux en Écosse, mais c'était pas, on va dire, forcément du bénéf.
Je sais pas comment l'expliquer, mais c'était pas ma came. Clairement pas ma came. Donc pour ça, je décide de dire victoire de Bianca Belair et Jade Cargill qui remportent les titres féminins par équipe de la WWE. Est-ce que c'est eux qui vont donner de l'importance? Dur à dire, très très dur à dire, vu comment on dirait que les bookers ne savent pas booker un titre correctement. Donc est-ce que c'est Hunter? Est-ce que c'est Michaels? Bref, on a envie de dire, ben bougez-vous, faites quelque chose d'intéressant avec, s'il vous plaît. Parce que si c'est pas le cas, ben, le titre ne sert à rien. Vaut mieux le mettre au placard, au pire. Mais bon, je m'égare, je préfère passer au match numéro 3. Le match numéro 3, c'est un match de strap match, ou un match de ceinture, qu'on pourrait dire, donc de lanière en cuir, entre The Second Citizen, The Cult of Personality, The Straight Edge Superstar, euh, Mr. Pipe Bomb, donc The Best in the World, donc vous avez bien compris, c'est monsieur CM Punk, contre Scottish Psychopath, le Scottish Warrior, le Scottish Sexy, Drew McIntyre, The Chosen One aussi également. Ah, et cette fois-ci, pas d'arbitre spécial, que deux hommes qui veulent en découdre dans un match de strap. Et dans ce match-là, j'étais dedans, j'avais bien adoré. Alors, je suppose que certains ne vont pas être d'accord, mais moi, j'ai quand même été dans le match. Parce que je m'attendais dans le match à du fouettage, à vraiment de la bagarre, certes qui peut être pure, mais aussi brutale quand il s'agit des coups de ceinture. Et exactement ce que je voulais. Vu comment, euh, au début, je sais que McIntyre attaque CM Punk et il annonce directement la couleur en le tabassant peu à peu. Et la question dans le match, je me suis dit, j'espère que CM Punk ne va pas être blessé en plein match, hein, parce que s'il est blessé, ça sent mauvais. Clairement, ça sent mauvais. Et bien sûr, McIntyre décide de le punir à coups de ceinture, donc il donne des fameux coups de ceinture. McIntyre, ça devient le père fouettard pour CM Punk, hein, car il commence à le fouetter, fouetter. Mais Punk, il se relève, il nous sort un Go to Sleep JTS de nulle part. Et il essayait de faire la différence, mais il préfère de encore de s'amuser avec McIntyre à la place de taper dans les coins du ring pour emporter le match. Parce que le but dans le match de strap match, c'est de avancer dans les coins de ring, taper le coin. Donc il y a les couleurs vert, rouge. Et du coup, ben, Punk, lui, c'est de couleur verte. Et McIntyre, c'est le couleur rouge. Donc au lieu de faire ça, il préfère partir à la bagarre, à coups de ceinture, à l'extérieur, près des commentateurs. Donc il n'y a eu que ça, fouettage, 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 fouettage. Après, est-ce que ça raconte quelque chose? Bah, on sait que la rivalité tourne autour que McIntyre voulait se débarrasser de CM Punk. Et CM Punk, son but à lui, c'était de pourrir la vie et la carrière de Drew McIntyre. Auquel les deux se cherchent. Ils se cherchent dessus, ils se mangent tous les deux des mots d'oiseau à tout vaille, l'un des deux, quand. Bref, les deux ne peuvent pas s'empêcher de se tirer dessus, et du coup, bah, il faut une stipulation pour peut-être conclure ce chapitre entre McIntyre et Punk. Après, est-ce que ça va encore continuer? Mon Dieu, j'espère que ce n'est pas le cas. Je veux dire, j'aime bien, hein, mais au bout d'un moment, faut que ça s'arrête, faut que ça conclue, faut que ça s'arrête ici. Donc il y a eu pas mal d'échanges, des tentatives de futur choc DDT de la part de Drew McIntyre, des JTS de la part de CM Punk, évidemment, évidemment, des coups de fouettage. Même si McIntyre avait tout l'avantage du monde, mais par pure provocation, il montre le bracelet de Punk, auquel il a le nom d'AJ et Larry, son chien, par provocation, pour le provoquer. Mais Punk, il se laisse pas à terre pour autant, vu comment il se relève toujours, hein, toujours, toujours en plein match, hein.
Donc il ne s'arrête pas, il continue à la charge, il tente de revenir tant bien que mal, même si je crains qu'il est peut-être blessé en plein match, parce que faut dire, il peut être fragile par moment, mais espérons que j'ai tort, j'espère que je n'ai pas raison à propos de ça, parce que si j'ai raison, je me dis, ah j'avais raison de m'inquiéter sur ça, clairement raison. Bon après je m'en fais une petite idée, hein. Mais on sait jamais avec tout ça, hein. Les blessures, souvent on le voit pas directement, mais on l'apprend que une nouvelle peut ressurgir sur le net, hein. Mais bon. Après que McIntyre tentait la domination, et certes il a un peu le heel dans cette histoire, et que Punk c'est le twinner, il se relève malgré les coups de ceinture, les coups de fouet. Euh, il fouette aussi McIntyre très sévèrement, très très sévèrement, il le fouette. Et aussi, à un moment dans le match, il utilise la lanière en cuir pour faire un sharpshooter, donc en hommage un peu à Bret Hart, vu comment ça rappelle beaucoup de souvenirs aux fans allemands qui sont fans de catch pur et surtout de Bret Hart. Mais même si ça ne servait à rien, il suffit de l'affaiblir et pas le faire abandonner. Et les tombées ne comptent pas, ça on le sait. À chaque fois, c'est du coude à coude entre les deux, hein, jusqu'à ce que Punk commence à lui asséner quatre autres JTS. Donc la première, la deuxième, la troisième et la dernière finale. C'est quand il commence à choper le bras de McIntyre en le reprenant ce qui lui appartient, donc son fameux bracelet, et en lui assénant un cinquième, donc quatrième dernière JTS, même si j'ai dit cinquième, mais de toute façon j'en ai compté, il y en avait que 5, et ça laisse Punk clôturer en tapant les quatre coins du ring et en remportant le match. Donc, victoire de CM Punk, qui en a sûrement terminé avec Drew McIntyre, et j'espère que ça s'arrête ici. Il est temps pour McIntyre et Punk de retrouver de nouveaux horizons. Donc, on espère, hein. Espérons que j'ai peut-être pas tort, parce que si j'ai tort, bien sûr j'en parlerai, hein. J'en parlerai très 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 clairement. Mais bon, victoire de Punk, je passe à la suite. Et la suite, c'est un match par équipe de mixte. Oui. Alors, la première équipe sont The Terror Twins. Oui, les jumeaux terrifiants entre Rhea Ripley et Damien Priest contre The Judgment Day version Street Trash. Donc The Dirty Dum Dum Dominique Mysterio et Liv Morgan, la championne féminin de la WWE. Alors, le contexte du match est assez simple. C'est un match mixte auquel les femmes affrontent les femmes, les hommes affrontent les hommes, mais parfois les femmes peuvent taper des hommes. Ça, c'est tout à fait basique, on le connaît et on le sait que ça va arriver dans le match, on n'est pas bête à ce point-là. Et on sait que les deux se sont fait trahir par le Judgment Day. Tout d'abord, Rhea Ripley s'est fait trahir par Dom Dom, vu comment il a choisi Liv Morgan à la place de Rhea. Et par la suite, Damien Priest, il s'est fait trahir par le Judgment Day, notamment par Finn Balor. Donc ça fait deux qui sont éjectés du groupe. Et du coup, on reconnaît le côté pourriture de Judgment Day qui sont, parce que on peut dire ça peut être des pourritures, et auxquels ceux qui se sont fait trahir veulent se venger, et qui sont maintenant face, donc gentils. Dans le match, je me rappelle que Dominique Mysterio, certes, il fait le malin, il fait le show, mais à chaque fois, quand Damien Priest veut l'attraper, il fouille tel un poulet, un véritable poule mouillé, et qu'on se dit, mais putain, mais quel nul il est. C'est ça le fils de Mysterio? Ouais, c'est ça. C'est une mauviette, ce gars-là. Il est ingrat. En plus, en plus, sa coupe de cheveux, on dirait un mulet. Il a une moustache, on dirait un fermier. Non, mais au bout d'un moment,
on regarde l'apparence de Dominique, on se dit, mais il a une tenue en peau de vache. Il pourrait très bien être un fermier. Même si là, il était en mode squelette, un peu comme LA Park, donc la parka. Est-ce que c'est un petit hommage? Aucune idée. Mais tout ce que je sais, le match, certes, c'est pas un match auquel on pourrait dire ah ouais, c'était bon, du chef-d'œuvre technique. Là, c'était plutôt une rivalité entre deux personnes que maintenant se détestent et auxquelles les jumeaux terrifiants. Ouais, parce que faut dire, c'est le nom de l'équipe entre Rhea Ripley et Damien Priest. Et pourtant, ils ont rien de jumeaux. Moi, je les vois, je me dis, ils ont rien de jumeaux. Mais ça, on le sait que c'est pas vrai. Vu comment, on va dire, ils sont un peu frères et sœurs, la fraternité, euh, comment dire, qui est très forte entre eux. On peut peut-être se dire ça entre les guillemets, et qui veulent se venger de ceux qui les ont trahis. Donc, au moment où Rhea veut avoir l'avantage sur Liv Morgan, elle aussi, elle fuit, mais pas pour très longtemps. Quand l'un des deux est distrait ou alors en difficulté, tellement qu'ils sont courageux, ils vont s'acharner sur la partie la plus endolorie. Quel courage, en sachant qu'ils sont lâches, mais ça, on le sait, ça c'est du travail de sap de heal. Mais à un moment du comeback, c'est sûr, c'est les faces qui prennent l'avantage. Et ce que veulent les gens, par-dessus tout, c'est que Rhea Ripley démolit la gueule de Liv Morgan, mais surtout, en particulier, mettre une bonne branlée à Dominique Mysterio. Et c'est ce qu'elle va faire, hein. Des multiples causelines auxquelles elle va effectuer, un étranglement sur le cou avec ses jambes, tout en s'occupant d'Olive Morgan. Bref, elle fait deux pierres deux coups. Et quand Damien Priest suffit d'agir, il agit. Et au moment où vous avez le match, il y a le Judgment Day qui arrive. Et là, on se dit, forcément, Dom Dom, Liv Morgan, quand il y a le Judgment Day, eh bien, ils ne savent pas se défendre et encore moins gagner un match comme il se doit. Vu comment ce sont des mauviettes. Hein, il reste un côté mauviette, euh, lâche et substitieux. Mais ça n'empêche pas Damien Priest et Rhea Ripley de démolir le Judgment Day en démolissant J.D. McDonough, en démolissant Carlito et en démolissant Finn Balor. Et ça, c'est Damien Priest qui veut s'en charger, même s'il se fait sauver par Dominique Mysterio, mais il s'est quand même un peu vengé. Et par la suite, si je crois, il démolit Dominique et il démolit Finn Balor jusqu'à ce que ça reste entre Liv Morgan et Rhea Ripley, auquel c'est au tour de Rhea Ripley de déchiqueter cette petite traînée. On peut dire ça comme ça, vu comment elle a un peu un côté traîné, Liv Morgan. Bien sûr, je dis au niveau personnage, par réalité. Enfin, je l'espère pas. Mais elle va se donner à cœur joie un coup de boule, un peu à la manière de Zizou, et elle fait son fameux reptile où elle a bien enculé Liv Morgan en faisant le pin au compte de 3. Donc Anstreinreit, comme chantaient les Allemands. Et du coup, c'est victoire des terrifiants jumeaux. Donc Rhea Ripley et Damien Priest. Donc victoire de eux. C'est pas sûr que ça va être terminé entre le Judgment Day et eux. Clairement pas, c'est clairement pas terminé. Mais on est presque sûr que ça va peut-être encore prendre de l'ampleur. Et qui sait, pourquoi pas, suivre de nouveaux horizons. Mais quand ça va arriver, aucune idée. Bon, avant de passer au main event, je vais un peu couper pour moi m'hydrater. Donc c'est important. Donc on se rejoint à tout de suite. Donc voilà, je poursuis. Et maintenant, on passe au main event pour le titre du monde des poids lourds de la WWE entre Gunther et Randy Orton. El Ring General contre The Viper, The Legend Killer. Tout s'ensuit. Alors, le match était excellent. Très 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 excellent ce match-là. Comme on peut dire, un banger sur banger sur banger sur banger. Comme diraient les jeunes. Ah,
Et dire qu'on sait que leur premier affrontement a eu lieu à King et Queen of the Ring, donc en Arabie Saoudite, quand Gunther est devenu le roi du ring, et que pendant le match, eh bien, il avait surpris Randy Orton en faisant un crucifix en guise de tombée, mais auquel ce dernier n'avait que un épaule au sol et pas deux. Et du coup, ben, c'est un peu une victoire volée sur Randy Orton. Et pour le coup, ben, il décide de s'affronter à Bash in Berlin. Et exactement dans le main event, hein. Même si ce n'est que 2 matchs et que la rivalité n'a pas trop d'histoire trop racontée, si ce n'est que 2 excellents lutteurs qui s'affrontent. Donc il y avait l'entrée de Randy Orton auquel il a quand même eu une ovation, donc en chantant sa musique d'entrée, même s'il savait qu'il était en territoire ennemi, il était en territoire ennemi, donc il savait qu'il allait se faire au moment hué, mais aussi il ne savait pas ce qu'il allait se faire aussi acclamer. Et quand c'est Gunther, alors là, les gens, ils sont, euh, ils sont prêts à se lever pour accueillir leur héros local, même si on sait que Gunther, il est autrichien. Mais vu comment il a tout fait sa carrière de catcheur en Allemagne, c'est logique qu'il est un peu chez lui. Parce qu'on va dire que euh, l'Allemagne, c'est un peu sa maison, sa deuxième maison pour Gunther. En plus, il sait très bien parler allemand, comme il sait bien maîtriser l'anglais. Donc pour lui, ben, il a ce fameux privilège auquel il peut être fier. Clairement. Donc il a accueilli comme un héros, hein, clairement comme un héros, comme une légende vivante, même si, euh, même si voilà, euh, il est devenu champion uniquement pour ça, et ça on l'avait compris. Mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'ils sont fiers. Ils sont fiers de voir leur champion. Et auquel, forcément, il y a eu la présentation de Randy Orton, mais quand c'est Ludwig Kaiser qui présente son général, alors qu'on sait que Ludwig Kaiser, il avait catché la veille contre LA Knight, qu'il avait perdu pour le titre des États-Unis, mais qu'il était aussi chez lui, vu comment on peut dire Ludwig Kaiser, il est réellement allemand, donc c'est sûr, il est chez lui, mais on va dire que les 2 hommes sont chez eux. Tout simplement, ils sont chez eux. Le match a commencé que les gens ne faisaient que chanter, la hype était tellement grande et l'attente aussi que les gens s'ambiancent, hein, dans le public parce que tout simplement il y a Gunther, il y a Randy Orton qui s'affrontent, qui se rentrent en collision, mais à chaque fois il y a des petites pauses, des chants qui retentissent dans l'arène. Bref, ça ne s'arrête pas jusqu'à ce que ça enchaîne des prises, prise sur prise entre les 2 catcheurs. Mais quand c'est Gunther qui vient à la charge, fourie générale, que, que de la salle qui se lève pour un seul homme. Et quand c'est Randy Orton qui prend l'avantage sur le général du ring, eh bien, il y a des petits huées, mais des petits applaudissements, hein. Et, et quand Gunther enchaînait que des chops, c'était assez violent. Parce qu'on entendait des bruits de chops absolument assourdissants, mais auquel Randy Orton voulait travailler sur la main. Parce que au moment, il a un moment pour esquiver et de prendre le jeu à son avantage, à retourner les fameux chops contre Gunther, notamment on va dire un chop sur un poteau et qu'il a mal et qu'il a senti passer, eh bien Randy Orton veut travailler sur la partie auquel il pourrait travailler, notamment la main. S'il aurait voulu, il aurait travaillé les jambes, le cou, le dos, s'il aurait voulu, vu comment c'est l'une de ses spécialités, affaiblir un maximum le cou pour préparer son arme de prédilection préférée, les plus dévastatrices en 3 lettres, même si on peut dire les 3 lettres les plus dévastatrices, c'est le RKO. Donc bien sûr, même s'il repense les paroles que Gunther lui avait dit en disant que son père était un raté, son grand-père était un raté, il aurait dû préciser son grand-père, enfin son oncle, mais il a préféré de citer son grand-père, son père et lui-même que c'est un raté, même si on sait que Randy Orton a été 14 fois champion du monde et qu'il est loin d'être un raté, vu comment c'est un catcheur déjà accompli. Et que maintenant on peut dire certes c'est un tueur de légende,
mais il peut être considéré comme une légende. Et pourtant, il va faire que des travails de sape. Affaiblir le dos en mettant sur la table, en le, en le torturant, que uniquement en le torturant. Même si Gunther il est rusé et qu'il se relève à tout ce que Randy Orton lui fait subir, il relève, hein. Il se relève, il se relève, il se relève. Alors que Randy Orton travaille encore, il s'acharne dessus, à tel point qu'il est prêt à libérer son côté maléfique, quelqu'un de fou qui entend des voix dans sa tête, qui l'oblige à commettre des actes horribles. Donc il était prêt à sortir son double lui en plus sinistre, mais auquel il a su quand même galvaniser. Donc il enchaîne, ça s'arrête pas, les gens continuent à chanter, euh, que ce soit pour Gunther ou pour tout simplement être dans l'ambiance, ça ne fait que ça, que si, que ça. Ça ne s'arrête clairement pas. Mais au moment où Gunther prend l'avantage, malgré la douleur de son poignet, il tente un powerbomb, mais ça ne prend pas ses fruits. Les clotheslines, les prises de soumission, notamment single leg Boston Crab, toutes les prises de torture auxquelles il effectue ne passent pas ses fruits. Au moment où il veut tenter encore une fois sa powerbomb, il se fait contre un RKO, mais auquel Gunther s'en relève miraculeusement. Ensuite, ça passe encore à l'extérieur au niveau de la table des commentateurs, auquel Gunther va passer à travers la table, auquel j'aurais pu aussi citer pour CM Punk, auquel lui aussi il avait passé à travers la table, mais sur une table en bois et pas sur commentateur. Mais ça, c'est trop tard pour en venir là-dessus. Donc, on sentait que Gunther était à deux doigts de la perte, hein, à deux doigts de la perte du titre, et que Randy Orton, il suffit de encore un RKO et d'en finir vite fait avec ce géant colosse qu'est Gunther. Et pourtant, malgré les tentatives d'RKO, eh bien, Gunther, bien sûr, les gens ont l'habitude de l'appeler Walter, vu comment, sous le circuit allemand, il se faisait appeler Walter, mais bon, ça c'est une autre histoire. Eh bien, Gunther utilise un slipper, une prise de sommeil, auquel il donne tout ce qu'il a, même s'il sait qu'il est au bord de la précipitation et auquel il veut en finir vite fait avec Randy Orton. Donc il essaye à chaque fois, mais rien y faire. Randy Orton essaie de se débattre comme il peut de cette prise du sommeil. Donc la première, il se défait, la deuxième aussi, mais Gunther revient à chaque fois. À chaque fois, il revient et que ça s'arrête pas. Il le serre à fond jusqu'à ce que Randy Orton perde connaissance et qu'il dorme pour assurer la victoire assurée. Donc il donne tout ce qu'il a, tout ce qu'il a. Et d'ailleurs, Randy Orton, à tel point qu'il n'arrivera pas à se défaire de la prise du sommeil, qui s'endort. Il s'endort complètement dans cette prise. Et auquel c'est Gunther qui remporte le match par soumission. Donc oui, Gunther remporte le match et qui conserve son titre du monde poids lourd de la WWE. Sur son public qui l'acclame en héros et auquel ils sont heureux de ce genre de résultat, même si tout le reste de la carte était prévisible. Mais rien n'empêche que c'était un excellent show, clairement. À la fin du show, enfin à la fin du match, il y aura cette poignée de main auquel Randy Orton est obligé de reconnaître sa défaite et en laissant Gunther absolument complètement grandi qui célèbre avec son public. Et voilà comment se conclut avec Gunther qui est champion chez lui en célébrant avec ses fans. Voilà, maintenant ça s'arrête ce show-là. Donc j'ai tout dit sur Machine Berlin, il n'y a plus rien d'autre à citer, si ce n'est que maintenant il me reste plus que NXT No Merci à m'attaquer, vu comment ça va être le 1er septembre. Et peut-être que je regarderai le 2 septembre pour en faire cette review. Parce qu'il y en aura d'autres reviews à venir, comme All Out, qui sortira le 7 septembre, auquel je ferai également. Donc ça, ce sont les vidéos à venir, même si je l'ai déjà dit dans TNA Emergence 2024.
Mais bon, voilà. C'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.